C'est bon. Bonsoir à toutes et à tous. Je ne voudrais pas... Oui. C'est bon. Bon, merci au public d'être présent, c'est bien. On n'est pas souvent. Donc, le conseil municipal va commencer réellement à 18h30. Et on se garde cette petite demi-heure pour répondre à vos questions, si vous avez des questions à nous poser. Et donc du coup, on va vous laisser la parole et n'hésitez pas à nous poser toutes les questions. Si on peut y répondre, on y répondra. Si on ne peut pas, eh bien, on ne répondra pas de suite et on vous répondra un peu plus tard si ce sont des questions un peu plus techniques, on n'a pas forcément la réponse. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui veulent commencer, je vous en prie. Allez-y. Bonjour à tout le monde. D'abord, je remercie tout le monde pour ce plaisir de concertation auquel on était vraiment très habitués. Merci. Ma question concernait le réseau d'assainissement communal. Savoir où ça en était, étant donné que déjà on a un retard phénoménal et nous avons financé une station d'épuration d'eau que si on ne l'alimente pas, elle va dysfonctionner obligatoirement. Tout à fait. Alors, comme nous, on a l'habitude de fonctionner en équipe, je vais laisser Antoine te répondre. Je connais bien ce sujet. Bonsoir, vous m'entendez là? Ça va? Oui. Donc merci pour votre question. Donc effectivement, la station d'épuration, elle a été construite pour un scénario de 3000 équivalents habitants. Et donc on est à 2700, 2800 personnes à Aubé, mais comme vous le savez, il y a moins de la moitié des Aubésiens qui sont raccordés à l'assainissement collectif. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la station d'épuration, elle fonctionne à un petit peu moins de 30% de sa valeur nominale, entre guillemets. Et il faut savoir qu'en dessous de 30%, effectivement, comme vous le dites, ça dysfonctionne, c'est-à-dire que, peut-être de façon contre-intuitive, mais en fait, il n'y a pas suffisamment de matière pour que ça fonctionne bien. Et du coup, les boues qui sont rejetées ne sont pas forcément de bonne qualité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la préfecture va prononcer une non-conformité probablement pour l'année 2019 pour cette station d'épuration. Alors, c'est pas très très grave non plus parce qu'on n'est pas loin des seuils, mais c'est quand même un problème. Et au-delà de ça, vous avez raison, on est largement sous-connecté à Aubé. Et donc, ça faisait partie des engagements qu'on avait pris pendant la campagne de brancher au maximum. Donc, évidemment, ça ne se fait pas en 2 jours. Mais sachez que déjà sur le chemin de la Roque, il y a 13 compteurs qui vont être contactés rapidement, les 13 personnes qui vont être contactées pour pouvoir se raccorder, c'est déjà possible pour eux. Donc ils auront 2 ans à partir du moment où on les aura contactés pour pouvoir se connecter. Et au-delà de ça, on va effectivement lancer des campagnes de travaux de connexion. Alors, sans prendre d'engagement là aujourd'hui, on peut vous dire que pour l'instant, on a, avec le bureau d'études qui nous conseille, on a prévu 2 zones principalement pour commencer, qui est la zone autour de la zone d'activité, la zone du stade en bas, pas très loin de la station d'épuration finalement, et l'autre zone qui va être la zone des masques et du, j'ai oublié le nom de l'autre rue, des Fadarelles. Oui. Chemin des Fadarelles, chemin des masques, puisqu'en fait, non seulement ces parties-là sont en hauteur, donc du coup on pourrait les raccorder en gravitaire, et surtout, on va essayer de profiter de travaux qui vont être effectués sur le réseau d'eau potable dans cette zone-là, pour alimenter les réservoirs, pour mutualiser les travaux, et donc tant qu'à ouvrir la route, en profiter pour faire l'assainissement. Voilà un petit peu où on en est, sachant que, encore une fois, vous avez tout à fait raison, il y a du boulot sur ce sujet-là. Merci bien. Autre question? Oui, vas-y, je vous prie. Gabriel Canet, je voulais vous demander si vous aviez envisagé de créer, de développer des comités de quartier. Oui, alors, je vous dirais, les comités de quartier peuvent se développer sans nous. Il n'y a pas de souci. Il y en a déjà, il en existe. Par contre, ce qu'on va développer, on va faire une annonce très prochainement, c'est des groupes de travail sur certains sujets. Et qu'est-ce que je veux dire? Et puis notamment dans les commissions, des extra municipaux, comme on l'a dit. Donc, on a des commissions qui ont été créées. Certains d'entre vous, certains
citoyens ont déjà répondu parce qu'on a enclenché par exemple une partie sur le patrimoine. Justement, je vous fais l'annonce, on va enclencher pour l'école. Donc il va nous falloir un groupe de travail très prochainement. Donc là sera Angélique avec Laurent Tortozade qui n'est pas encore arrivé, qui sera en charge de ça. Et on va faire une communication très large de façon à attirer toutes les personnes qui veulent participer, je dirais, à toutes ces commissions et à tous les futurs projets qu'on veut lancer. Donc là, on a lancé actuellement un projet sur une réflexion sur l'ensemble du patrimoine, notamment le quartier du château, je dirais, en partant du presbytère, de l'église, puisqu'on estime qu'on a rencontré pas mal de gens du patrimoine, on était d'ailleurs cet après-midi avec des gens de la DRAC, etc., pour pouvoir travailler avec eux, où ils nous disent effectivement il faut avoir il faut une vue d'ensemble, il ne faut pas qu'on fasse des petits bouts par petits bouts, sinon il n'y a pas de sens. Il faut aller chercher des subventions et demain chercher des mécénats. Il nous faut nous organiser, notamment créer une association. Donc tout ça c'est en cours. De mémoire, je ne vais pas vous dire de bêtises, il y a, sur la réunion qu'on a fait, je crois qu'il y a entre 20 et 25 personnes qui sont déjà impliquées là-dedans. Et d'autres sujets, donc s'il y a des personnes qui veulent d'ailleurs entrer parmi vous, n'hésitez pas. Hein. Et il va y avoir des sujets comme l'école, comme vous le savez, puisqu'on est en train de réfléchir pour envoyer le projet de la nouvelle école. Et donc là, ça va en faire partie. Mais de toute manière générale, on va communiquer dans pas très longtemps. Hein, je pense que d'ici une semaine, 10 jours, on va faire une communication sur l'ensemble des commissions pour que tous les citoyens qui souhaitent participer y participent. Alors moi, je voudrais faire une remarque quand même, parce que je fais partie de commissions où j'ai été élue de façon démocratique, entre guillemets, et en fait, je ne suis pas convoquée quand il y a des réunions des commissions. La commission culture et festivités, par exemple, qui s'est réunie pour les journées du patrimoine, je n'y ai pas été invitée. Donc, c'est bien de dire qu'il faut que les gens participent aux commissions, mais si déjà les élus ne peuvent pas participer parce qu'ils ne sont pas conviés, qu'ils ne connaissent pas les dates de réunion ni les horaires, je ne vois pas comment la démocratie peut s'exercer. Oui, en fait. On vous a déjà convoqué sur pas mal de sujets, je crois, sur la commission. Ça, c'est pas mal, c'est à chaque fois normalement. Dans quelle commission vous faites partie aujourd'hui? Vous faites partie de quelle commission? La commission festivités et culture, c'est ça, et finances. Les finances ne sont pas réunies encore. Madame prend le temps du public. Pardon? Oui. Madame prend le temps du public et elle est en mort. Parce qu'elle se considère peut-être comme public. Donc du coup, il n'y a pas tort, monsieur. Non, mais de toute façon, on vous convoquera, si vous voulez participer, de toute façon, à vous aussi de venir, enfin, vous êtes élu, vous pouvez solliciter, vous connaissez la personne qui est en charge de la commission, en l'occurrence Mireille et Cyprien, et rien ne vous empêche de les contacter. Je veux dire, à un moment donné qu'on fasse ça, ce geste vis-à-vis de la population qui n'ont pas forcément la même information. À chaque réunion de commission à laquelle j'appartiens, d'être convoqué. Et bien on prend note, il n'y a pas de souci. Montrez-vous vous aussi. Pardon? Montrez-vous vous aussi. J'entends pas. Montrez-vous vous aussi. Montrez-vous vous aussi. Montrez-vous. Non, mais on en prend note, madame. Mais c'est vrai qu'on ne va pas perdre de temps, on a quand même le temps pour le public. Et si je ne sais même pas s'il y a une réunion, je ne peux pas m'organiser pour venir. Exactement. Après, c'est pas Merci. D'autres questions en public? Non? Oui? Oui, Allez-y. bonsoir. Bonsoir. Moi j'avais une question, c'est pas technique, je pense que vous allez pouvoir y répondre. Je voulais savoir si vous comptez organiser une réunion d'information pour les riverains qui habitent au chemin du Mas-Saint-Jean, la place des Lavandins et tout ça, suite à la construction du centre qui s'appelle très joliment les Jardins de Marie, mais qui ne va pas abriter que des fleurs. Donc il y a quand même une inquiétude au niveau des résidents qui vont arriver. Voilà, la question est très simple. Est-ce que vous comptez faire une réunion d'information avec peut-être les dirigeants de cette association, juste pour informer de comment ça va se passer? On avait eu une réunion avec l'ancienne municipalité. J'avais sollicité aussi l'éclairage pour les enfants qui empruntent ce chemin, qui sont dans le noir absolu le matin et le soir. Notamment sur le chemin du Mas-Saint-Jean. Et au vu du contexte et des problématiques qui pourraient être engendrées, est-ce que vous comptez reprendre ce projet d'éclairage? Merci pour votre question. Alors, je laisserai après Charles donner des compléments. On a rencontré ces personnes, il faut savoir qu'ils ont été attaqués au tribunal. Les personnes qui ont attaqué ont perdu.
Eux nous ont assuré qu'ils n'avaient pas du tout l'intention de nuire au quartier. Effectivement, ce sont des gens qui reçoivent des personnes, je crois qu'il y a des enfants, des jeunes adultes, on va dire, des adolescents. Son nombre de mémoire, une dizaine, hein, je ne dis pas de bêtises. Donc c'est un centre où il y a des éducateurs, il y a un éducateur par enfant, enfin pas personnes qui sont effectivement malades, ce sont des gens en dépression. Hein. Donc tout ça est très bien encadré. Et ils nous ont dit que dès qu'ils seraient opérationnels, ils nous feraient faire une visite, et justement avec les gens du quartier pour se faire connaître et pour éviter qu'il y ait des éventuelles animosités qui soient créées autour de ça. D'accord ? Donc, c'est pas une histoire d'animosité, c'est que ça ne nous a pas été présenté comme ça au départ, c'était des adultes schizophrènes. Donc, oui, il y a des gens qui ont ce type de maladie, voilà. effectivement. Exactement, donc voilà, c'était juste la question de savoir si on pouvait effectivement être informé, de savoir à côté de qui on va vivre au final. Voilà. Donc ça sera fait. Richard, tu oui, alors l'association elle-même est demandeuse d'une réunion qu'elle va organiser elle-même. Et en principe, ça devrait arriver, puisqu'elle m'avait dit début octobre, elle pensait à la fin début octobre. D'accord. Et à ce moment-là, vous contacterez les riverains. Tout à fait. Oui, je ne sais pas sur quel biais, je pense qu'on communiquera sur Facebook ou sur... Non, mais on contactera les riverains, puisqu'il faudra faire une visite du centre, c'est ce qu'ils nous ont proposé, et de rencontrer aussi les malades, pour ceux qui sont d'un côté, pour savoir qui est qui. Comme ça, si effectivement, parce que le risque zéro n'existe pas, hein, mais si effectivement il y en a un qui sort de l'établissement, ben, vous pouvez l'identifier et savoir, tiens, attendez, votre malade il est par là. Eux, ils nous ont assuré que normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Bon, on n'est pas non plus avec des personnes, ce ne sont pas des grands criminels, etc. Hein, ce sont des gens malades qui sont soignés dans un centre avec, qui a toutes les autorisations voulues pour le faire. Et encore une fois, ils ont été attaqués au tribunal et ceux qui non, mais le permis, je ne conteste pas le permis. Hein. Le permis, c'est une chose. Hein. Non, mais ils ont été attaqués justement par rapport à ça, parce qu'ils amenaient une population de gens malades et ça inquiétait les gens, la même inquiétude que vous avez. Mais aujourd'hui, eux nous ont assuré qu'il n'y avait pas de souci à ce niveau-là. On s'est renseigné dans les communes où ils étaient, il n'y a jamais eu de problème avec ce type d'établissement. On a demandé aussi de faire attention aux clôtures, etc. Bon, on va le regarder. Quand, de toute manière, à l'ouverture, il faut qu'on ait une visite, comme vous le savez, de ce type de bâtiment, il y a des visites de conformité, pardon, oui, merci. Et donc on va le faire, et puis on a demandé certaines choses, et ils ont été très très ouverts, et au contraire, ils veulent qu'avec les riverains se connaître, se rencontrer de façon qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Donc ça se fera. Donc dès qu'ils seront prêts, on le fera, il n'y a pas de souci. On le fera avec vous. Et la deuxième question, l'éclairage ? Ah, l'éclairage, pardon. Oui. Mais l'éclairage, qu'est-ce qu'il y avait sur Saint-Jean? Il n'y a quoi? Il n'y a pas d'éclairage? Attendez, parce qu'il y a deux chemins. Saint-Jean, il y avait un chemin qui était éclairé par Aigueville, il y avait une coupure, mais ça a été réglé, il me semble. Oui. Non, on doit venir le brancher. C'est pas encore branché? Non. D'accord, parce qu'en fait. Ils attendaient le consuel, est passé. Maintenant, on n'a pas un EDF qui vient brancher. C'est parce qu'en fait, cet éclairage-là, ces lignes électriques étaient branchées sur la commune d'Aigueville. Donc la commune d'Aigueville, avec la commune d'Aubé, donc juste avant les élections, ont fait le nécessaire, donc il y a eu une coupure à ce niveau-là. Par contre, ce que je comprends, ça a été fait côté Aigueville un petit peu de manière cavalière, donc du coup, on n'a pas eu le temps sur Aubé de se retourner, de faire le nécessaire. C'est en cours, le consuel est passé, donc ça veut dire que c'est bon. Et bon, maintenant, ça devrait arriver. À ma connaissance, il y avait eu un devis qui avait été fait par l'ancienne municipalité. Donc, oui, mais ça a été fait. Ces travaux-là, c'était de mémoire, c'était pas très élevé. Je crois que c'était 1200 ou 1500 euros. On ne parle pas de même endroit. Vous parlez de quel endroit? Non, le devis s'est levé de mémoire quand j'avais demandé à l'ancienne municipalité. Je crois que c'était un peu plus de 8 000 euros. 8 000 euros? Mais c'est pas du tout le même endroit. Ah d'accord, pour ajouter des candélabres, vous parlez? Ah oui, il n'y a pas de point d'éclairage. Ah, il n'y a pas de point d'éclairage. Non, parce que nous, on parlait d'un chemin où il y avait... C'est pour ça que je veux dire, on parle pas de la même chose. D'accord, ok, là. Alors, le point d'éclairage, il faudra qu'on l'étudie, de toute façon. Il faudra le regarder, mais franchement, il faut voir. Hein. S'il y a eu un demi de fait, on va pouvoir retrouver. Après, il faudra pas. Moi, ce que je vous invite là-dessus, c'est de vous faire comme la plupart d'entre vous faites, c'est de nous faire une demande par mail, parce que ça nous permet de garder une traçabilité, puisque les courriers sont enregistrés, et comme ça, on essaie de réunir les demandes. Je sais qu'il y a un problème d'eau aussi, je ne sais pas si vous êtes concerné d'adduction d'eau. Voilà, il y a des maisons où il n'y a pas d'eau, il y a d'autres maisons qui sont branchées sur des rigouilles par Aigueville, on est en train d'y réfléchir. Mais il n'y a pas de souci. Non, pas de problème, c'est l'éclairage pour les enfants, parce qu'avec le centre, effectivement, il y a des enfants et des jeunes filles âgées de 13-14 ans qui habitent tout au fond, qui vont devoir passer là. Et puis franchement, voir ces enfants. Moi, j'ai une fille de 16 ans, mais j'ai la chance de pouvoir l'amener à Lille.
Mais toutes les jeunes filles ne sont pas dans ce cas-là. Et c'est juste, ça ne demande pas l'éclairage devant chez moi, mais c'est pour les jeunes filles et les jeunes enfants qui, quand ils arrivent au collège, quand ils ont un sommière, ou après au lycée, ils sont quand même dans le noir. Et voilà, je sais très bien que le budget, on arrive en fin d'année, mais s'il était possible de l'envisager sur le budget 2021, voilà. Il faut qu'on Pour les jeunes. Sans problème. Merci. La meilleure voix. Allez, il reste 10 minutes, il n'y a pas de questions. C'est bon? Pas de questions plus dessus. Supplémentaires, complémentaires? Bon, écoutez, oui, vas-y. François Lavert. Moi, j'aurais aimé savoir avec quel partenaire a été signée la passe à poisson au moulin de Carrière. Alors, donc je vais donner un bout de réponse, mais bonsoir. Laurent Tortosa, il n'est pas arrivé encore. Non. Donc c'est Laurent Tortosa qui est notre représentant au sein de PTV Vidourle. Donc en fait, le maître d'œuvre là-dedans, c'est le PTV Vidourle. D'accord ? Donc c'est l'établissement public territorial du bassin du Vidourle. Voilà. Donc c'est un établissement public qui est dans lequel un certain nombre d'élus des communautés de communes autour siègent. Et donc nous, on y est via la communauté de communes Rosny-Vidourle. Et donc c'est Laurent Tortosa qui y siège, donc malheureusement il n'est pas là. Mais donc c'est le PTV qui a commandé ce truc-là et qui l'a financé à, je crois que c'est 80%, et il y a 10% des départements du Gard et de l'Hérault. Alors, qui est l'entreprise? Je ne sais pas. Ça, moi, je voulais savoir si la commune oui. a signé non. un document quelconque avec... Alors, pas à notre connaissance en tout cas, parce qu'il y a des choses qui ont été faites avant, peut-être que Mme Chalessin pourrait répondre, mais il ne me semble pas, puisqu'encore une fois, la compétence, elle est du côté de l'établissement public territorial du bassin du Vidourle. Donc, voilà. Après, nous, on est vos porte-parole. Je sais qu'il y a des mécontentements autour de cette construction qui est importante. Donc, nous, on est les porte-parole pour faire remonter des choses. S'il y a des choses à faire passer, on le fera. Mais je ne crois pas que la commune ait signé quoi que ce soit. En tout cas, pas depuis le mois de mai, ça c'est certain. Ah non, mais avant, évidemment. Je ne sais pas. Mais je ne crois pas. Madame Chalessin, vous confirmez? La commune d'Aubais n'a rien signé. D'ailleurs, c'était le représentant du syndicat du Vidourle qui était monsieur le maire de Villetel. Et le maire de Villetel était contre ce projet, et moi aussi, on était contre cet argent qui était investi à cet endroit-là pour ces travaux-là, parce qu'on avait demandé d'autres travaux qui n'avaient pas été retenus. Et c'est le syndicat du Vidourle. À l'époque, ce n'était pas encore la communauté de communes, la compétence n'était pas encore passée. C'est le PTB qui a commandé les travaux et qui a tout préparé. Et donc il continue maintenant, puisque c'est la communauté qui a tout repris, mais elle a laissé la gestion à l'EPTB. Et encore une fois sur le même sujet, quel argument a déterminé le choix de la rive de cette passe? Parce que finalement, il y avait deux rives, soit la rive côté Villetel, soit la côté Aubais. Il y avait deux possibilités, et donc une qui était un peu plus chère que l'autre, mais enfin elle a été décidée par le cabinet d'études. J'avoue que... on était vraiment contre, mais bon, on était minoritaire dans notre... Ah, donc il y a eu un vote de... Eh bien, quand le représentant du CILU du moulin de Carrière a siégé, il était contre, on avait discuté entre nous, et il était contre ces travaux. C'est uniquement une histoire financière qui a fait qu'on a choisi le côté contre le moulin? Je ne peux pas dire, je sais qu'il y a eu une discussion, et puis ils ont préféré choisir le côté du moulin. Maintenant, il y a peut-être eu, au point de vue technique, quelque chose qui a été. Au point de vue esthétique... oui, c'est sûr. Moi, je partage votre avis. Surtout quand on voit le coût, au moment où on était en baisse de finances et tout, investir à cet endroit-là 900 000 €, c'est vraiment énorme. Et quand on voit le chantier que ça a fait, alors que quand on avait demandé de simplement enlever certains graviers pour pouvoir refaire le lit, on nous avait refusé parce qu'on nous disait que ce n'était pas écologique, qu'on n'avait pas le droit de toucher les graviers. On avait proposé
Mais c'était une grande discussion entre les mairies et tout, c'est le syndicat qui a décidé. En tout cas, je regrette qu'il n'y ait pas eu, alors à moi je les ai loupés, mais moi j'ai pas vu de communication sur ce sujet-là à la population. Il y a eu très peu de communication, parce que je me dis c'est toujours pareil. Et pourtant c'est un truc qui touche tous les Aurésiens. Vraiment, je suis époustouflé. Il n'y a pas eu de communication. Les deux communes, on n'était pas du tout favorables à ces travaux. N'importe, la communication est importante. Non mais vous avez raison, hein, et encore une fois, la communauté de communes, la communication, c'est pas son fort, c'est un souci. On a, voilà, le PTB, je ne sais pas s'il communique beaucoup là-dessus, mais je ne crois pas non plus. Et vous avez raison, on n'a pas été suffisamment informés. Et puis peut-être que nous, ici, on aurait pu aller chercher plus d'infos. Je vous avoue que quand on est arrivé, nous, je crois qu'on a eu une visite de travaux le lendemain de notre élection parce que tout était déjà démarré en fait. C'est ça. Donc c'était ça. Hein. Et donc c'est vrai qu'on le subit un peu comme vous, mais encore une fois, je pense qu'on peut conclure là-dessus, mais n'hésitez pas à nous faire remonter des demandes, des remarques, des photos. Et nous, on est là pour ça aussi, pour aller râler, même si malheureusement j'ai peur qu'on puisse pas faire grand chose a posteriori, mais qu'au moins la prochaine fois on puisse anticiper un petit peu. Bon, j'espère que quand les travaux seront terminés, que ce sera un peu aménagé, etc., ce sera moins moche, mais c'est vrai que pour l'instant au moins c'est massif, quoi. Et puis c'est collé au moulin, le moulin du XIIIe siècle. Mais en tout cas, Laurent, il a déjà eu des remontées là-dessus. Voilà, il arrive. Laurent, il a déjà eu des remontées là-dessus et il fera passer le message. Quitte à d'ailleurs y aller avec toi, François, si un jour c'est possible d'aller... Ah mais je pense que tous les Aurésiens peuvent aller constater que c'est horrible. Oui, mais disons que c'est collé au moulin, que ça a bouché une porte, que ça a bouché les inscriptions, que ça a bouché l'emplacement de l'ancienne roue à aube. C'est un vrai massacre. Oui, mais tout le monde n'est pas aussi... conscient que toi de ce que ça peut cacher, détruire, etc. Donc c'est bien d'avoir aussi une expertise pour ce genre de sujet si on va faire remonter les choses. En tout cas, c'est noté. Les pêcheurs sont ravis. Les pêcheurs. Les clubs de pêche sont très très contents d'avoir sa poisson. Vous savez pourquoi ça a été fait, hein? Bon, et on va commencer le conseil. Dans 2 minutes. Oui, pardon. Une question. Nicole Barthélémy, bonsoir. Bonsoir. L'installation de la fibre va commencer. Ce sera opérationnel à partir de quand, s'il vous plaît? Alors, je sais qu'il y a eu des retards. On ne sait pas encore parce qu'en fait il y a eu beaucoup de retard avec le Covid. Le département va être beaucoup plus informé que nous sur ce sujet parce que c'est le département qui est maître d'œuvre et qui a fait installer la fibre partout. La problématique c'est qu'après c'est SFR qui a le marché localement et en fait si j'ai bien compris ils vont commencer par installer les endroits qui sont bien sûr déjà équipés mais qui sont aussi les plus rentables pour eux. Et j'ai bien peur qu'Aubé n'en fasse pas partie. Donc à moins de trouver 3000 personnes dans le village qui veulent se connecter à la fibre, ça va pas, voilà, chez SFR, ça va pas forcément aller super vite. Après, on a vu M. Boide qui est venu nous rendre visite en mairie il n'y a pas longtemps, enfin qui a demandé un rendez-vous avec M. le maire. On lui a posé la question, il nous a dit que ça devrait se faire fin d'année, début 2021. Mais nous, on n'a pas plus d'informations que ça. Bien, très bien. On parlait de PTB Vidéo par rapport aux travaux. Il y avait une demande, juste avant de commencer, c'était sur pourquoi il y avait cette décision de faire ces travaux côté du moulin. Donc je ne sais pas si tu as des dépenses supplémentaires. Pas pour le moment, le 15 septembre. Le 15 septembre, il y a une réunion de chantier, c'est ça? Non, la réunion du TPB. Le TPB, laquelle on participe. Et j'aurai plus d'explications. D'accord. C'est pas un chantier qu'on maîtrise. Oui, c'est ce qu'on a dit. Ouais. Très bien. Bon, alors, on va stopper ces questions, ce moment, ce quart d'heure citoyen, comme on a appelé, qui n'est pas vraiment un quart d'heure.
et qui a duré une demi-heure. Et nous allons commencer donc le conseil municipal. Donc je vais procéder d'abord à l'appel. Alors, Karine Molitor, Antoine Rousseau, oui. Mireille Schneider, Jean-Claude Rome, oui. Angélique Rossol, oui. Laurent Tortosa, présent. Cyprien Paris, présent. Romain Hernandez, présent. Hélène Averne, présent. Jean-François Guilleton, oui. Richard Béraud, présent. Patrice Guéroche, présent. Alors, Sabine Goura est absente et elle a donné pouvoir à moi-même. Très bien. Christian Boussel, Pilar Chalessin, Ariane Caro, Estelle Villanova, Emiliana Branaer est absente et elle a donné pouvoir à Richard Béraud. Jean-Marc Lorenz est absent et a donné pouvoir à Jean-Claude Rome. Lucie de la Cruz, Céline Combe et Madame Buquet. Merci. Donc, vous pouvez constater que nous avons le quorum. Donc, nous allons approuver le dernier PV. Donc, vous l'avez toutes et tous reçu. Est-ce que vous avez des choses à modifier? Oui. Alors, concernant la délibération 26 et 27, je me rappelle avoir posé une question à laquelle M. Rousseau avait répondu que, entre autres, parce que je ne comprenais pas la dotation de l'excédent, je ne la retrouvais pas dans le tableau qui est avant. Il m'avait répondu qu'il y avait 177 000 € de TVA. Et je ne vois pas cette question dans le compte rendu. Cette question n'est pas dans le compte rendu. Délibération 26 et 27. Le sujet de service de l'eau et de l'assainissement. Écoutez, oui, je me souviens très bien de la question. Ceci étant, est-ce que ça doit figurer dans le compte rendu ou dans le procédure? D'habitude, vous mettez les commentaires dans oui, le compte rendu. Oui, il n'y a pas de souci. On prend le vote et on va mettre sur le compte rendu. Très bien. Je ne sais pas. Pas de souci. Donc on en prend et la note. réponse a disparu aussi. Ah oui, c'est sûr. Il n'y a pas de souci. Vous voulez qu'on rajoute la question et la réponse ou seulement la réponse? Non, les deux. Non, les deux. Question et réponse. Ok. Donc est-ce que vous souhaitez qu'on l'approuve avec, cette modification? Il y a une autre. Oui. Sur la délibération 32, vous dites que c'est l'ancienne mandature qui n'a pas modifié la liste des délégués. En fait, l'ancienne mandature a utilisé le suppléant, puisqu'il y avait eu un décès. C'était pas elle de refaire la liste. C'est à la nouvelle mandature de reproposer une nouvelle liste. Là, vous avez repris les mêmes, mais vous pouviez reprendre d'autres personnes. C'est une nouvelle liste qui est proposée à chaque changement de mandat. Oui, tout à fait, oui. Donc, ce n'est pas l'ancienne mandature qui n'a pas modifié. Elle a utilisé le suppléant, l'ancienne mandature. Et alors, sur la question, elle serait marquée donc. Ok, on note. Ah oui, je le vois, d'accord, enseignement, tout à fait. Ça marche. D'autres modifications? Bon. Donc, si on considère qu'on prend en compte ces modifications, est-ce qu'on peut approuver le PV? Sous réserve. Sous réserve, hein, d'accord, de ces modifications. Moi, je m'abstiens. Donc, alors, qui s'abstient? Une abstention. Qui est contre? Moi, je ne suis pas contre. Sous réserve, oui, donc j'ai bien compris, sous réserve. S'il y a la modification, les modifications. Donc, une abstention. Sous réserve des modifications. Donc justement, puisqu'on est sur l'ancien PV, vous nous avez communiqué à la fin de cette séance que la liste pour l'amour d'Aubé, donc avec la décision de créer un groupe complémentaire, je vous avais dit de revenir vers nous, ça serait bien puisqu'on avait visiblement un problème avec un de vos colistiers, M. Lorenz, qui ne souhaitait pas participer à ce groupe complémentaire. D'ailleurs, ce soir, il a donné sa procuration à quelqu'un de notre équipe. Donc je voulais savoir si vous avez évolué sur le sujet ou pas. On n'a pas de contact avec lui.
Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on continue à s'adresser à vous pour parler à votre groupe ou pas? Comme vous le suggérez. Bah oui. D'accord. Donc vous êtes un groupe de 3. D'accord, non, pas de souci. Il faut être au moins 2 pour faire un groupe, donc c'est très bien. C'est un groupe qui reste ouvert, hein. Si d'autres veulent y entrer, ils peuvent rentrer. On n'est pas fermé. On prend. Donc je vais vous demander, avant de commencer, donc je souhaite vous informer de l'ajout de l'ordre du jour, donc d'une délibération supplémentaire, donc qui concerne la régularisation de la délimitation au chemin du Rieux, la parcelle de M. Acariès. Donc est-ce que quelqu'un est contre de cet ajout? Non, je m'en fous. Non, on est contre. Donc, du coup, on va pouvoir. Donc cet ajout, on va vous distribuer cette délibération. Donc moi, je ne l'ai pas non plus pour la livre. Donc pour ceux qui sont encore au courant, il s'agit en fait d'un chemin qui est un chemin du Rieux, qui historiquement depuis, je dirais depuis tout le temps, un chemin. Donc c'est un chemin qui, voilà, depuis, on a fait des recherches, je crois que ça date depuis 40 ans. Un chemin communal s'est constitué, on va dire, sur la parcelle de M. Acariès. Aujourd'hui, il souhaiterait déposer un permis, mais il faut qu'on régularise cette situation. Donc, comme les 30 ans se sont appliqués, on fait la règle des 30 ans, donc du coup, on s'est renseigné par rapport à nos avocats, etc. C'est donc une cession gratuite, il n'y a pas de frais, en fait, du moins, on n'achète pas le terrain. Et donc on a regardé, parce que ça traînait depuis pas mal de mois, avec notre avocat et le notaire. Donc là on a trouvé une solution pour pouvoir faire cette délibération et passer vers une donation assez rapidement pour pouvoir lui permettre de déposer son permis et faire son projet. Nous, pour la commune, bien évidemment, ça nous intéresse puisque ça permet de régulariser cette situation qui ne l'était pas jusqu'à présent. Donc je ne vous lis pas tout le texte, vous l'avez entre les mains, c'est pas très intéressant. Par contre, je vais vous lire ce que là, j'ai oublié encore une fois de désigner, la secrétaire qui avait commencé, et qui est toujours Lucie. Merci, on me le rappelle. C'est vrai. Donc, si vous êtes d'accord, donc la commune décide de se doter d'un plan d'état des lieux du domaine public communal au droit et à bord de la parcelle 1560, de se doter d'un plan d'alignement situant la limite de fait du domaine public communal, de prendre un arrêté individuel d'alignement conforme reprenant pour base l'état des lieux actuel, d'autoriser le maire à signer tout acte permettant la régularisation cadastrale de la situation, notamment le document modificatif du parcellaire cadastral à préparer qui assurera la numérotation par le service du cadastre des fractions de parcelles destinées à basculer dans le domaine public communal, dans le cadre strict de la régularisation foncière qui s'impose avec le riverain concerné. Donc, qui s'abstient, qui est contre, adopté, merci. Juste une petite question. Le chemin ne prend pas, disons, le chemin communal qui a été déplacé, il ne prend pas toute la parcelle. Vous prenez toute la parcelle quand même? Non, pas du tout, on ne prend pas toute la parcelle. Et il va rester un bout de parcelle au milieu entre le domaine public qui est l'ancien chemin qui est aujourd'hui utilisé par un privé. Non, on fait. Et l'autre. Non, on prend. Il y a eu une première délimitation qui a été faite, oui, où on prend l'ensemble. Donc en fait, ce qu'on laisse, c'est ce qui est au sud du chemin, c'est-à-dire la partie de. Toi, tu nous parles en fait de le petit bout qui est au-dessus.
C'est-à-dire que Sur la partie avant, on avait un grand virage qui allait Oui. jusqu'aux maisons qui sont. Et le vrai chemin longe les maisons. Oui, tout à fait. Excuse-moi. Donc, ça, c'est du domaine public. Oui. Et ensuite, il y avait la parcelle de M. Acariès. Le Exact. chemin étant déplacé, Oui. il reste un petit morceau de On parcelle. prend ce là. petit morceau aussi. Vous le prenez aussi. Voilà, c'est pas une parcelle. Non, non, on ne laisse pas un trou comme ça au milieu, tout à fait. Donc on réalise la totalité. Voilà. C'est plus de 300 mètres carrés. Ouais. C'est plus de 300 Oui, d'accord, mais c'est bon savoir ce qu'il allait rester de ce petit bout qui reste. Non, 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 ce une petit espèce de bout croissant juste devient au-dessus. domaine public. Ouais. Oui, c'est ce tout petit bout effectivement qui est entre les deux, un ancien chemin. Donc il faudra le classer en domaine public aussi, celui-là. Tout est en train de tout être régularisé à ce niveau-là. Tout à fait. Donc, délibération suivante, attribution de subventions aux associations locales. Donc, projet de délibération. Donc, délibération numéro 1. Donc, je vous rappelle que le conseil municipal, au conseil municipal, que le montant des subventions allouées aux associations locales est défini selon les critères suivants. Activités culturelles et sportives à destination des enfants et de la jeunesse, investissement important dans la vie du village, adhésion à une fédération et production d'un bilan moraux et financier. Donc je vous donne la parole. Je ne l'ai pas dit. Donc je garde la parole. Mais je pensais que tu pouvais donner. Non, attendez. Juste, nous avons ici donc, 3 élus qui sont présidents d'association, donc ils devront quitter quand on va voter. Et je propose qu'ils restent là le temps qu'on liste un petit peu ce qui a été fait. Et juste avant, je voulais dire que des associations comme les Foulées Aubésiennes et OB2000 ont souhaité ne pas recevoir la subvention, puisque cette année, ils ne faisaient rien de particulier. Voilà. Et je vais laisser Ariane nous donner les montants de subventions, puis je vous dirai là où on a augmenté les subventions. Les artistes nomades, 230 euros. Les amis d'Aubé, 300. Horizon Média, 230. L'amicale des chasseurs, 230. Le club Torrent à Bourgine, 230. Le foyer rural, 900. Le judo club aubésien, 1000. Les amis de Saint-Nazaire, 230. Garodeuche, 230. Entente sportive et de ville, 1860. L'ASCA, 230. L'APE, 300. TAS Dance, 230. Sport Hydro Nature, 230. Baila Flamenco, 230. Et l'Académie Saint-Dépêche, 230. Tout ça pour un total de 6 890 euros. Alors, juste pour explication, on a augmenté de 100 euros, vous coupez si j'ai tort, je crois que c'est ça, le judo club, d'accord, qui était à 900, on l'a passé à 1000 euros. On a augmenté l'entente sportive Aubé-Aigueville. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'entente sportive Aubé-Aigueville au niveau du football, c'est-à-dire c'est pas plus Aubé-Aigueville, ça s'appelle autrement. Il y a une entente aujourd'hui Galargues-Aubé-Aigueville. Donc comme on souhaitait renouer un petit peu avec cette activité qui est quand même, je le rappelle, une activité qui est la moins coûteuse au niveau sportif et très populaire, comme on avait une forte demande, on s'est remis aux subventions qui existaient par le passé, c'est-à-dire 1860 euros, puisque les dernières subventions qui touchaient étaient aux alentours des 700 euros, si je ne dis pas de bêtises. En sachant que la mairie de Galargues met 4000 euros et la mairie d'Aigueville met 2800 euros. Donc voilà, on n'est pas les plus forts, mais on a essayé de rester dans quelque chose qui puisse faire fonctionner cette activité. Et on a un projet de réhabilitation, donc on regardera du stade, et ça on vous en parlera sur un autre temps, quand ça sera avancé. Qui on augmente aussi? On a augmenté aussi donc, les amis d'Aubé qui sont en fait l'ancien Moussataro. Je n'avais pas percuté, puisqu'ils ont changé de nom et c'est l'association du 3e âge. Voilà, je ne crois pas avoir oublié autre chose. Donc sur ces subventions, donc 6 890 euros. Ce qu'on voulait dire aussi, alors ça c'est pour les subventions de l'année 2020.
On va certainement la prochaine fois voter ces subventions. Donc, je vous proposerai de les voter en même temps que le budget en mars. Ça nous paraissait plus judicieux de les voter en début d'année, de façon à ce que les associations puissent profiter de ces montants, parce que là on est pratiquement en fin de saison. Alors en plus avec le Covid, comme on n'a pas pu faire beaucoup de choses, c'était pas très intéressant. Donc, qui est contre? Il y a combien d'adhérents vous voulez? Pardon? Il y a combien d'adhérents vous voulez? Il y a combien d'enfants qui pratiquent le foot par exemple? Le football sur OB, aujourd'hui on est aux alentours de 42 élèves. Inscrits sur OB? Mais il n'y a pas que des enfants, il y a aussi des jeunes adultes. Il y a des seniors. On pourra avoir la liste? Parce que de 10, on passe à 40. La liste, le problème, c'est quand même, c'est que... Non, c'est que sur OB, hein. Oui, non, c'est pas ça, c'est que ça... Là, on rentre quand même un peu dans le confidentiel, on ne va pas non plus demander. Il faut nous demander peut-être avec le sport. On a une liste d'un chiffre, on va donner les noms. Ah non, mais ce n'est pas des noms, mais savoir le nombre. Le nombre, je vais te le dire. 42, vous dites? Oui. 42 inscrits. Oui, 42 inscrits aux dernières nouvelles. C'est bon, ils étaient 10 et ils passent à 42. Eh bien, en fait, ils étaient 10, il y en avait beaucoup qui étaient surtout sur Aigueville, inscrits à Aigueville. Donc en fait, aujourd'hui, il y en avait qui étaient inscrits à Galargue et à Aigueville, pardon. Et comme c'était un temps au Aigueville, la plupart étaient inscrits sur Aigueville. Puisque Aigueville, les installations sportives, tu le sais, sont quand même de meilleure qualité que ce que nous avons. Oui, c'est vrai. Donc c'est certain que les gens n'étaient pas très motivés. Alors il n'y avait pas de club proprement dit sur OB, mais ce sont des enfants d'OB qui sont aussi en fait. Il y a eu des forums d'association aussi, la rentrée, c'est que les gens s'inscrivent. Oui, donc bien sûr. D'autres questions? Non, merci. Qui est pour? Tout le monde, bravo, merci, on approuve. On passe au suivant. Alors, définition du tarif de location de la salle des fêtes. Alors, projet de libération. Donc, nous souhaitons réserver l'utilisation de la salle des fêtes aux associations en priorité, comme c'était le cas auparavant. Les associations ne paieront pas une location. Par contre, elles auront à leur charge l'entretien, ce qui est un peu nouveau parce qu'avec le Covid, plus on s'est aperçu que finalement, de toute façon, c'est un petit peu comme quand vous louez un gîte, vous avez vos locataires qui disent, ben oui, moi il n'y a pas de souci, je vais faire le nettoyage, mais derrière vous le refaites. Donc ça avait un coût. En plus, avec l'histoire du Covid, il faut absolument qu'on désinfecte, il faut qu'on s'assure que ce soit désinfecté. Donc, pour être tout à fait transparent, nous avons fait faire un devis par la société Sud Service, qui est une société filiale de Nicolin qui fait aujourd'hui l'entretien déjà dans les classes d'école, dans certaines salles. Donc, ils nous ont fait un projet, enfin, une estimation, c'est un devis de 100 € pour le foyer à chaque fois qu'il faudra le désinfecter, le nettoyer. Donc, pour les associations, on a eu une réunion là-dessus, on les a déjà avertis là-dessus, qu'il fallait qu'elles prennent en charge l'entretien. Elles auront, si elles souhaitent récupérer le foyer, par exemple, elles sauront, la location du foyer sera gratuite, elles auront 100 € à leur charge, qui sera l'entretien et la désinfection des lieux. Donc, le foyer auparavant, donc nous avons décidé aujourd'hui, ce qu'on va vous proposer, c'est de louer donc, le foyer pour les administrés à 600 €. Alors ces 600 €, donc c'est pas marqué sur la libération, il est inclus en réalité les 100 € d'entretien. Donc ça veut dire qu'en réalité c'est 500 € plus 100 € qui rentrent dans ce que je viens de vous expliquer. Et pour les non-administrés, ça sera 1000 €, puisqu'il y aura donc 900 € de location plus 100 € d'entretien. Je vois que sur la libération, il est marqué 900. Et en fait, c'était 900 plus les 100 €, d'accord? Donc, il faudra faire la modification. La caution sera de 1500 €, comme c'était auparavant, je crois. Donc il faut qu'on délibère là-dessus. S'il n'y a pas de questions, qui s'abstient, qui est contre, adopté, merci. Délibération numéro 3, tarif de location de la salle polyvalente.
Donc, la salle polyvalente, toujours pareil, donc l'utilisation des salles polyvalentes sera en priorité réservée aux associations, afin de faciliter leur développement et leurs activités comme ça a toujours été le cas. Cette allocation ne sera pas possible pour les administrés obésiens sur les administrés obésiens sur présentation de justificatif de domicile, bien entendu. C'est pareil pour le foyer. C'est ce que je voulais préciser. Donc là, l'allocation sera de 250 €, et cette salle sera louée uniquement aux administrés d'obésiens, pas des personnes extérieures. Et dans ces 250 €, il y a 200 € de location et 50 € d'entretien de désinfection. Qui sont... Est-ce que c'est clair? C'était clair, c'est pas. Voilà, et la caution est de 500 €, comme c'était déjà le cas, je pense. Donc, qui est contre, qui s'abstient, adopté, merci. Donc, délibération numéro 4. La délibération numéro 4 concerne donc comment dirais-je, que je ne me trompe pas, donc l'opposition, voilà, l'opposition au transfert de la compétence sur le plan local d'urbanisme à la CCRD, donc à la communauté de communes. Donc, comme vous le savez, il y a la possibilité pour la communauté de communes de récupérer la compétence pour faire le PLU, c'est simple. Ça n'a pas été ce qui a été retenu au sein de la communauté de communes, donc l'ensemble des maires ont refusé. Donc on est obligé aujourd'hui de délibérer pour cette opposition au transfert automatique, parce que c'est un transfert automatique de la compétence. S'il y a des questions, alors, qui s'abstient, qui est contre, merci, adopté. Abrogation des délibérations numéro 612-018, numéro 102-019 et numéro 592-018 concernant le secteur de l'argilier. Donc, comme vous le savez, il y avait un projet qui avait été porté par l'ancienne municipalité sur le secteur de l'argilier. Des délibérations avaient été votées en conseil. Donc, comme ce n'est plus le projet de notre nouvelle municipalité, donc afin que nous puissions traiter ce secteur différemment, nous vous proposons donc de délibérer pour abroger ces délibérations que je vous ai citées tout à l'heure en numéro concernant le secteur d'argile. Qui est contre, qui s'abstient, donc 2 abstentions. Non, on s'abstient. Ah, vous êtes contre, 2 contre, très bien. Merci, c'est adopté par la majorité. Les 3. Ah, vous êtes 3? D'accord, ok, très bien. Alors 3 contre. Pas mal, ça. Ça change rien. Tu as le droit de t'exprimer. Alors, délibération numéro 6, révision du montant de la PFAC, donc la participation financière pour l'assainissement communal. Donc, suite à la création de cet impôt, une délibération avait été adoptée le 14 mai 2012, créant ainsi sur la commune une PAC d'un montant de 3 000 € dû par l'ensemble des propriétaires d'immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public d'assainissement. Cette taxe est entièrement dédiée à la création et à l'extension des réseaux d'assainissement. Alors on va poser la question ce qu'on allait faire. Effectivement, on veut développer l'assainissement de la commune, mais comme vous le savez, il faut de l'argent. Donc, je vous propose que cette taxe passe de 3 000 à 4 000 €. C'est une taxe dont le maximum peut être de 8 000 €. Nous avons, comme vous le savez, beaucoup d'investissements à faire dans ce secteur-là. Et nous avons estimé qu'il fallait augmenter cette taxe de 1 000 € pour pouvoir avoir les financements et réaliser tous les projets de raccordement et d'assainissement comme on vous l'a déjà décrit. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien. Une abstention. Adopté. Merci. Délibération numéro 7.
mise à jour de la liste des membres du CCID. Donc là, on en 15 sur le dossier tout à l'heure. Donc nous avons déjà délibéré sur le sujet, mais il y avait une erreur, on n'avait pas fait très attention, effectivement. Ça nous a été relevé par Mme Chalessin, justement. Il y avait une personne qui était pas disposée à être une personne qui ne pouvait pas être dans cette commission, pardon, et une autre qui était décédée, et ça nous avait échappé. En plus de ça, nous sommes aperçus qu'il nous manquait une personne supplémentaire. Donc du coup, nous avons repris ce dossier, et nous l'avons cadré et refait correctement. Et donc je vous donne les noms des propositions des commissions titulaires. Donc c'est M. Roger Vigne, M. Pierre-Martin Bousset, M. Jean-Pierre Griffule, M. Jean-Michel Boisson, M. André Martinez, M. Daniel Ogade, M. Yves Bertrand, M. Jean-Louis Boissier, M. Christian Chalier, M. Philippe Fabre, M. Joël Bruguière, Mme Sylvie Martin-Pagès, M. Christian Morel, M. Aimé Tessier, Mme Geneviève Doudelet, M. Thierry Vieilly. Je vérifie de l'autre côté, j'en ai encore. Donc ça c'était pour la commission des suppléants, et des titulaires, pardon, et des suppléants, je vous le donne maintenant. Donc M. Jacques Tichit, M. Daniel Roumieux, Madame Elisabeth Bélière, Madame Géraldine Fabre, épouse Olivier, Madame Pascal Vieilly, Madame Reine Nouis, épouse Humbert, Monsieur Alain Galtier, Monsieur Yves Coulon, Madame Arlette Blaise, Monsieur Yves Martin, Monsieur Jean-Louis Pienta, Monsieur Christian Nouis, Monsieur René Paris, Monsieur Jean-Luc Ranieri, Monsieur Albéric Surguet et Monsieur Yves Martinet. Et là, je pense qu'on sera bon. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Adopté. Alors, délibération numéro 8. Donc, fixation des taxes de séjour à partir du 1er janvier 2001 sur la commune. Donc, nous avons regardé, c'est une manne intéressante financière et nous allons faire certainement de la communication autour de ça. Nous savons qu'il y a des personnes qui louent des logements à titre professionnel, donc qui passent par des organismes où ils sont déjà déclarés en gîte ou autre. D'autres personnes sont déclarées en meublé de tourisme, soit temporaire, soit permanente. Il y a une taxe de séjour qui est en fait à récupérer par le propriétaire près de son locataire, on va dire, du moment. Cette taxe, c'est vraiment d'informer la population pour dire on le fera beaucoup mieux. C'est de dire c'est une taxe que vous encaissez, que la population encaisse à son locataire, et après elle le déclare en mairie via un document qu'on lui envoie, et il y a un titre qui est fait en fin d'année par la trésorerie où vous restituez, tout ceci bien sûr déclaratif, la somme que vous avez récoltée. C'est important de faire cette information parce que nous savons qu'il y a des personnes qui louent leur maison, par exemple l'été, un mois, et elles passent un peu à travers, et on pense pas qu'il y a de la malveillance, on pense que tout simplement les gens ne sont pas forcément informés. Et, souvent on pense que la taxe de séjour, c'est les hôtels, c'est les palaces, c'est les campings, mais non, les professionnels, donc c'est tout le monde qui concerne. Et on va faire une information à la population pour lui dire qu'il n'y a pas de... je veux dire, c'est vraiment du déclaratif et c'est vraiment un transfert. Il récolte de l'argent qui est redistribué à la commune. Et pour nous, c'est important parce qu'aujourd'hui, comme vous l'imaginez, notre plus gros pourvoyeur, c'est la Villa Vicha, parce que c'est plus de location. Mais on s'est aperçu que finalement, on pourrait tripler le montant avec une petite enquête. Donc on va regarder et on va essayer de travailler sur ce sujet-là parce que c'est une manne financière qui n'est pas négligeable. Et à ce titre, on a considéré que les taxes de séjour étaient... Alors, on a fait une régule qui est assez simple, elle n'est pas... c'est tout ceci, bien entendu, réglementé. Et nous étions en dessous du maximum. Donc, quand je dis en dessous du maximum, par moment, on était à quelques centimes en dessous. Ça se jouait à 3 à 4 centimes. Donc, on a décidé de monter tout au taquet, comme on dit, et on est au maximum de ce qu'on peut prendre. Voilà, donc vous avez les montants ici. Donc,
si on a un jour un palace surrobé, ben, ça sera 3 € par jour par adulte pendant le séjour, bien entendu. Un hôtel de tourisme 5 étoiles, ça sera 2,50 €. Un hôtel de tourisme 4 étoiles, ça sera 2,30 €. Un hôtel de tourisme 3 étoiles, ça sera 1,50 €. Un hôtel de tourisme 2 étoiles, ça sera 90 centimes. Un hôtel de tourisme 1 étoile, 80 centimes. Un terrain de camping, ça sera 60 centimes. Un terrain de camping aménagé, pardon. Et un terrain de camping simple, ça sera 20 centimes. Et pour les hébergements occasionnels, c'est 2% du montant de la location. Alors pour aider les administrés, on va se mettre en ligne un petit tableau pour les aider à calculer, parce que c'est un peu une usine à gaz, c'est pas simple. C'est en fonction du chiffre d'affaires, enfin en fonction du montant de la location et en fonction du nombre de personnes. Il y a un petit calcul. Tout ceci, on est un peu contraire, on ne l'invente pas, tout ceci est réglementé par la législation. Et donc on va se proposer dans quelques semaines de pouvoir mettre en ligne un petit tableau pour permettre aux administrés de pouvoir calculer ce montant. Voilà pour les explications. S'il n'y a pas de questions, qui s'abstient, qui est contre, adopté, merci. J'ai quand même une remarque. Oui. Ça me paraît, pour le cas d'une maison d'hôte, Oui. 2,2%, ça me paraît beaucoup par rapport à ce que paye une nuitée en hôtel 5 étoiles, qui est de 20 centimes. Alors une maison d'hôte, je pense qu'elle rentre dans la catégorie étoilée, donc le tarif, alors en fonction de son... C'est pas vraiment des hôtels. Non, en fait, quand je dis hôtel, parce que c'est ce qui est marqué là, mais en fait, c'est toutes les, comment dirais-je, les agréments qui sont donnés. Alors vous avez, qu'est-ce qui existe chez les maisons d'hôtes? Je ne sais plus. Je sais pas, des étoiles, c'est autre chose. En fait, c'est en fonction, c'est une catégorisation qui est faite en fonction du confort qu'ils proposent. Mais ça serait bien de le préciser, parce que là c'est que des hôtels 4 étoiles, 5 étoiles, qui en fait, il n'y en a pas, vous n'avez pas de document. Et par contre, il y a plusieurs maisons d'hôtes, et si elles payent 2,2%, ça paraît beaucoup par rapport aux 20 centimes par unité des hôtels. Hein. Vous avez le document, Madeleine? Pardon? Vous avez le document parce que c'était. J'ai le document sur mon portable parce que je pense qu'on allait nous distribuer. Alors donc c'est écrit hôtel de tourisme 1 étoile, chambre d'hôte, auberge collective, il y a tout le détail sur le tableau. Parfait. En fait, voilà. Ouais. Si c'est marqué, c'est parfait. Merci. Bon, c'est bien. Il faut prendre un iPad, c'est plus grand qu'un téléphone. C'est pas évident sur le téléphone. Oui, non, mais oui, sur ma forme, vous avez. Comme la dernière fois, on vous a distribué le document papier. On vous les envoie par mail comme ça avait été demandé, et après vous, oui, mais bon, vous les imprimez. Si vous voulez absolument les recevoir en papier, on vous les fera en papier, c'est tout aussi. Il n'y a pas de... Mais bon, pas de problème. Alors, on est d'accord, celle-ci a été votée, je n'ai pas oublié, c'est bon. Autorisation donc au maire de vendre un véhicule communal. Donc là, je vais laisser Jean-Claude. Donc pour ceux qui le connaissent, c'est le camion plateau. Il a été mis en service en 1990, qui a plus de 200 et quelques mille kilomètres. Aujourd'hui, c'est un camion qui roule très peu, il s'en sert surtout pour la fête. Et aujourd'hui, il y a de gros frais à faire dessus. Il y a la pompe à refaire complètement et la distribution. Le souci de la distribution, c'est qu'il y a un boulon que le mécano n'arrive pas à les faire. Il a peur que ça casse et si ça casse, il faut tout refaire. Donc ça ne vaut pas le coup d'engager des frais relativement importants pour ce camion qui aujourd'hui est en très mauvais état. Voilà pourquoi on prend la décision de le vendre. Donc pour compléter, c'est un camion qui devait partir à la casse et finalement il y a un mécano qui veut le récupérer et donc c'est pour un montant de 100 €. Donc on le vend, voilà. De toute façon c'est pas plus. C'est le prix de la casse quoi. C'est pour se débarrasser de tout ça. Donc qui s'abstient, qui est contre, adopté, merci. Délibération numéro 10, autorisation au maire de signer une convention avec la NTAI pour la mise en œuvre du PVE. Donc qu'est-ce que la NTAI? Alors, c'est l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions.
Pour faire simple, notre agent pourra faire le PV électronique. Donc, nous sommes obligés de délibérer maintenant pour pouvoir le mettre en place en janvier. Donc aujourd'hui, le policier municipal, quand il met un PV, il le fait en format papier, donc c'est contraignant pour lui, ça passe, ça l'oblige à gérer une petite trésorerie. Et en sachant aussi que ce PV, il arrive, et des fois ça arrive qu'il n'est pas payé par le contrevenant parce qu'il connaît quelqu'un d'eau placé qui lui fait péter le PV, etc. Et c'est arrivé par le passé. Alors, aujourd'hui, c'est aussi pour, un, lui faciliter le travail, et deux, comme on lui fait confiance et on pense que quand il aligne quelqu'un, c'est pas pour rien. Et donc, ça évitera justement que qui que ce soit, moi le premier, puisse me faire péter le PV. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on délibère. Alors, il y a un coût d'équipement qui est estimé à 1 073 €. Donc, on a une subvention de 500 €, mais ça, c'était vrai l'année dernière. Olivier m'a confirmé qu'il pouvait la récupérer, donc on va voir. Donc si ça se trouve, ça coûterait un peu moins cher. En tout cas, on part sur le prix de 1 073 €. Et si on a une petite subvention de 500 €, mais tant mieux. Donc qui est contre? Est-ce que ça nous assure un suivi après de savoir si les PV ont bien été payés? Le problème qu'on avait surtout, c'était pas de les faire sauter, c'est qu'on envoyait et les gens n'étaient pas solvables, et voilà. Dans toute ma mandature, je n'ai jamais enlevé un seul PV qu'avait fait Olivier. Il m'est même arrivé d'en payer un pour quelqu'un, mais on ne l'a pas enlevé, ne serait-ce que par principe. Quand le policier l'avait laissé, on n'y touchait pas. Mais sa plainte, c'était souvent beaucoup de personnes sont insolvables ou ne répondent pas, et on ne sait pas si ces PV sont payés ou pas. Est-ce que là, on est assuré qu'il y aura une suite? Alors, là, aujourd'hui, ce qu'on est assuré, c'est que, en tout cas, c'est vrai, je confirme ce que tu dis, tu n'as jamais fait péter de PV, ça c'est vrai. Donc, je le confirme, donc voilà, parce que s'il y avait un mec dans la salle, elle ne dit pas. Par contre, il y a des gens qui se sont fait péter des PV, pas par toi, mais par des personnes haut placées, alors je ne sais pas comment c'est fait, oui, ils sont arrivés. Et après, pour les gens qui sont insolvables, je dirais, ils rentrent dans un cadre classique, comme quand ils sont insolvables pour l'électricité, etc. Nous, l'important, c'est de faciliter le travail du policier. Déjà, on gagne du temps, lui gagne du temps aussi, parce que c'est pas évident. C'est pas quelqu'un qui met des PV comme ça à tire-larigot. Il a quand même une façon de fonctionner depuis plusieurs années, il est très pédagogue, il essaie d'avertir. Maintenant, c'est vrai, on l'a déjà dit, il y a des gens qu'on a avertis une fois, deux fois, ça s'arrête, on se calme. Donc il n'y a que quand on touche le portefeuille que les gens commencent à voilà. Donc du coup, après, les gens qui sont insolvables, après, en ce qui concerne les montants de PV, pour ceux qui ne le savent pas, ça ne rentre pas dans les caisses de la commune. Ça va dans un fonds commun qui est utilisable après pour une partie dans des opérations de subvention, voilà, de pédagogie essentiellement, au niveau de la sécurité, des choses comme ça. Donc on demandera aussi ces subventions. On n'est pas là non plus pour battre le record de PV, mais on veut que nos forces de l'ordre, en l'occurrence, il y en a qu'un, il n'y en a pas 36, mais bon, pour l'instant, soient respectées et que les règles soient respectées par toutes et tous. Voilà, et en faisant ça, on enlève toute ambiguïté. Je veux dire, il n'y a plus l'ambiguïté de dire il y en a un qui est comment dirais-je, ouvert plus qu'un autre. On est tous au même niveau. Voilà. D'autres questions? Non. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Voilà. Une abstention. Michel Essin. Adopté. Merci. Attribution attribution de chèques cadeaux pour les naissances. Alors, je vais laisser Karine, c'est un dossier qu'elle a suivi. Et donc oui, c'était juste parce que les anciennes municipalités ont mis en place, en fait, avaient mis en place un don, on va dire, de 50 € sur un compte à la poste pour toutes les nouvelles naissances. Donc effectivement, si les familles le désiraient, elles pouvaient donc bénéficier de ces 50 € donc sur un compte, un livret à la poste. Voilà, on a pensé que c'était pas la chose la plus facile à utiliser. Ça nécessite de changer, d'aller dans une autre banque et pas forcément la nôtre, donc c'est pas très adapté au fonctionnement des gens aujourd'hui. Donc notre proposition, c'est de mettre à la place des cartes cadeaux. Donc regardez le principe, donc pour chaque naissance,
En gros, c'est difficile de dire, hein, les naissances c'est aléatoire, hein, mais on est à peu près entre 6 et 10 naissances par an en moyenne. Et donc, voilà, l'idée c'est effectivement de mettre en place des cartes cadeaux qui ont l'avantage, certains, d'être, donc elles sont nominatives, elles sont prépayées, elles sont utilisables au centime près, hein, donc dans différentes enseignes, hein, qui sont assez variées. Donc voilà, on a travaillé avec un prestataire, c'est les cartes Cadeos, et on a négocié aussi les frais de gestion pour pouvoir mettre ça en place prochainement. Très bien, merci. Je peux apporter peut-être une information, parce que c'est quelque chose qu'on a hérité, hein, de municipalité. Le fait d'avoir ces comptes, on ouvrait un compte à la Poste, c'est au moment où la Poste allait un peu mal et où on voulait un petit peu aider la Poste à survivre un peu. Pour cette raison que là, ça obligeait les parents à ouvrir un compte à la Poste, c'est vrai, mais en même temps, ça faisait un client supplémentaire. Ça a été double en fait. Oui, 30 €, c'était une chose, mais c'était surtout le fait d'ouvrir un compte, et beaucoup de parents ont gardé après ce livret jusqu'aux 16 ans des gamins. Sans qu'il y ait de frais de tenue de compte. Hein? Oui, c'est en livret. Voilà. C'était tout à fait honorable, le problème c'est que la Poste n'a pas su garder ses clients. Voilà. C'est un peu dommage. On a tout fait pour essayer de la garder. Donc du coup, je vous propose de décider d'attribuer aux parents d'un nouveau-né, après réception bien sûr de l'avis de naissance, une carte Cadeos d'un montant de 50 €. Donc qui est contre, qui s'abstient, merci, adopté. En sachant qu'en plus, cette carte-là, ils peuvent la dépenser pas tout d'un coup. S'ils dépensent que 10 €, ils ont encore du montant crédité sur une année. Délibération numéro 12, donc création de postes dans le cadre d'avancement de grade pour l'année 2020. Donc on a un certain nombre de fonctionnaires en mairie qui, dont un par un examen, hein, et les autres par ancienneté, ont la possibilité d'avoir donc une augmentation de grade. Hein. Et certains postes ne sont pas créés, puisque vous savez, dans l'administration, il faut créer des postes qui ne sont pas là et détruire les anciens postes si on le souhaite, on peut en avoir l'utilité. Donc, à compter du 1er octobre 2020, il nous faudrait donc un poste de rédacteur principal de première classe à temps complet, un poste de technicien principal de première classe à temps complet, un poste d'adjoint technique principal de première classe à temps complet aussi, et 2 postes d'adjoint technique principal de deuxième classe à temps complet. Donc, la suppression des postes se fera lors d'un prochain conseil, après consultation du comité technique. Il faut d'abord consulter le comité technique. Encore une fois, ça, ce sont des évolutions de postes par ancienneté. Et donc, nous avons souhaité ne pas pénaliser les agents sur leur carrière. Si on a quelque chose à leur dire, ou si on a des remontrances à leur faire, on saura le faire, c'est pas un problème. Je suis, depuis pas mal d'années, je gère du personnel, je sais faire ça, c'est pas un souci. Et donc, c'est pour ça que nous avons accepté leur évolution. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, adopté. Donc après, délibération numéro 13, autorisation au maire de demander une subvention pour rénovation de cônes de forage B et C. Je vais laisser Antoine. Il s'agit d'une demande de subvention à l'agence de l'eau, à laquelle on a déjà demandé 2 subventions qui ont fait l'objet de délibération au mois de juillet. Donc, comme vous le savez, si vous avez lu les comptes rendus du mois de juillet, l'agence de l'eau a ouvert une enveloppe de 180 millions d'euros pour l'agence qui concerne le sud-est de la France et la Corse. Et donc on va simplement demander une subvention pour la réparation de nos colonnes de forage. Donc vous savez qu'à Aubais, on a 3 colonnes de forage qui vont chercher l'eau dans l'hivernat et qui remontent cette eau ensuite jusqu'au réservoir. Et donc une de ces 3 colonnes est quasi neuve, elle a été changée il y a 2 ans et donc c'est de l'inox, c'est parti pour 40 ans. En revanche, les 2 autres ont été réparées à de multiples reprises et sont vraiment dans un état très très dégradé. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a eu des pannes, des coupures d'eau même
au mois de juillet, puisqu'en fait l'eau n'arrivait pas à remonter dans les colonnes, elle sortait au fur et à mesure qu'elle était pompée. Et donc, on demande simplement une subvention pour changer ces colonnes. Alors, je vous précise simplement que, contrairement aux deux autres demandes de subvention qui étaient de centaines de milliers d'euros dans l'été, qui étaient vraiment très importantes, celle-ci, c'est une quarantaine de milliers d'euros. Et donc, même si la subvention n'est pas accordée par l'agence de l'eau concernant ces forages, on fera quand même les travaux, puisqu'on estime que c'est essentiel pour la commune que ces forages soient changés. Voilà. Mais en revanche, évidemment, les deux réponses à l'appel à projet qu'on a faites cet été, si on n'a pas les subventions, on ne pourra pas les réaliser, en tout cas pas tout de suite. Voilà. Donc, encore une fois, il s'agit à peu près d'une dépense de 40 000 euros qui serait subventionnée donc, à 50% par l'agence de l'eau si notre demande est retenue, ce qui n'est pas garanti. Merci. Vous avez des questions sur le sujet? Donc du coup, la délibération est pour autoriser donc, le maire à demander une subvention dans le cadre du plan rebond, hein, comme l'expliquait Antoine, concernant les colonnes de forage B et C, pour régler définitivement ce problème des colonnes rouillées, abîmées et percées, et améliorer le rendement, mais bon, pas que ça, il doit améliorer le rendement, mais ça en fait partie. Donc qui est contre, qui s'abstient, adopté, merci. Délibération numéro 14, donc autorisation au maire à demander des subventions pour la chapelle de Saint-Nazaire de Marissade. C'est Marissa ou Marissade. Sade. Il n'y a pas de R, c'est moi qui mets. Non, mais moi c'était dans le L. Malissa ou Marissa? Marissade. Ça s'est déformé en 2 R et 2 S. De bon Dieu. Je laisse Karine nous expliquer, puis je... Donc effectivement, les subventions sont une nerf de la guerre. La chapelle de Saint-Nazaire doit faire l'objet de rénovation. Il y a deux types de rénovations. Il y a des rénovations sur la voûte du chœur et des rénovations sur le mur est, hein, qui est derrière, qui est au fond de la chapelle, derrière le chœur. Donc la municipalité a décidé de soutenir l'association qui travaille, les Amis de Saint-Nazaire, qui fait un gros travail déjà. Et cette chapelle, c'est un bien commun, ça fait partie de notre patrimoine et on estime aussi que c'est à nous de soutenir tous ces bénévoles qui déjà œuvrent au quotidien pour la maintenir en vie et en activité. Donc du coup, nous avons pris contact avec les services de la DRAC, qui est la Direction régionale des affaires culturelles, qui est une émanation du ministère, pour donc faire une demande de subvention. Donc voilà, qui serait de l'ordre les projets coûteraient de l'ordre de 20 000 euros et donc on aurait une subvention de l'ordre de 40%, même si effectivement on les a encore rencontrés aujourd'hui, disait Angèle, et donc il y aura peut-être des aménagements à faire, mais en tout cas pour demander une subvention il faut une délibération du conseil municipal. Merci Karine. Donc du coup cette subvention, quand on a fait la délibération, on était parti sur l'ancienne devis qui était hors taxe de 19 780 euros. Aujourd'hui, suite à la rencontre que nous avions eue avec la DRAC, ils nous ont dit qu'il y avait certaines choses qui n'étaient pas forcément intéressantes à ressortir dans les fresques et qu'il fallait faire ils pensaient faire une fenêtre qui était dégagée, on va dire, une partie de la fresque qui était dégagée, ils pensaient que c'était suffisant parce que ce n'était pas de grand intérêt de faire le reste. Donc du coup, on vous fera une information du montant dès qu'on l'aura, puisque ça sera certainement, c'est même sûr, ça sera beaucoup plus bas que ce qu'on a sur la délibération d'aujourd'hui. C'est parti sur 19 780 euros hors taxe, on pense qu'il y aura au minimum 10 000 euros de moins. Et tout ça, bien entendu, subventionné. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, adopté. Alors, délibération numéro 15, donc versement de la redevance d'occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution électrique, RODP. Donc le montant de la redevance par occupation du domaine public de la commune par les ouvrages du réseau public de transport et de distribution électrique n'avait pas été actualisé depuis le décret du 27 janvier 1956. Les redevances d'occupation du domaine public pour le transport et la distribution d'électricité, donc Enedis et du gaz GRDF, sont soumises à la prescription quinquennale qui commence à courir à compter de la date à laquelle
elles sont devenues exigibles. Donc je vous propose que l'on fasse donc le calcul de la redevance prenant le seuil de la population totale de la commune issue du recensement en vigueur depuis le 1er janvier 2019, de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public au taux maximum prévu selon les règles de valorisation définies au sein du décret visé ci-dessus et de l'indication du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ayant décidé de publier les indices et index BTP sous forme d'avis au journal officiel de la République française, soit un taux de revalorisation de 36,59% applicable à la formule de calcul ici, issu du décret précité. Donc quand je vous ai lu tout ça, vous allez me dire que vous avez rien compris, je comprends. C'est pas très clair, pour faire simple. Donc on a une occupation des sols par la société, donc par les transporteurs de la société Enedis en l'occurrence, qui gèrent notre réseau, et ils nous doivent une taxe depuis tout le temps. Ça n'a jamais été demandé, donc nous la demandons. Voilà. Et donc il faut qu'on fasse une délibération pour la demander. Donc qui est contre, qui est pour, qui s'abstient, pardon, adopté, merci. Délibération 16, donc versement de la redevance d'occupation de domaine public routier due aux opérateurs de télécommunications. Je ne vous la fais pas, mais c'est exactement la même, mais là c'est pour Orange. Donc pareil, on n'a jamais demandé ce versement de redevance. Donc du coup on délibère aujourd'hui pour demander la redevance d'occupation des sols de la société Orange en l'occurrence. Donc juste pour info, vous l'avez sur la délibération pour le regarder, c'est 30 € par kilomètre et par artère en souterrain, et 40 € par kilomètre et par artère aérienne. Donc on leur a demandé de nous informer combien de kilomètres il y avait. Au début, ils hésitaient un peu, ils voulaient qu'on le fasse nous, donc je leur ai dit de suite qu'on avait 200 000 kilomètres. Donc là, ils se sont avisés, ils ont dit on va peut-être regarder un peu mieux. Et donc ils nous ont appris que nous avions 34 km, 943 exactement, d'artères souterraines, 16,218 mètres d'artères aériennes, et ça nous fait un petit calcul de 1 693 € de redevance annuelle à récupérer. Voilà. Donc d'accord. Et en ce qui concerne le gaz, c'est 348 €, je vois. C'est un peu moins. Voilà. Donc du coup, en gros, quand on compte Orange, le gaz et Enedis, on a à peu près 2500 € à récupérer. Alors on est en train de regarder avec eux si on peut faire un rétroactif sur 4 ans pour récupérer. Alors on fait signe, c'est 5 ans. Donc on relève notre avocat, donc on aura certainement un rétroactif de 5 ans sur cette somme. Donc c'est pas négligeable, hein. La commune n'est pas très riche, vous le savez. Et donc tout ce qu'on peut récupérer, maintenant. Donc voilà, donc qui s'abstient, qui est contre. Attendez, des questions. Pour la fibre, pareil, ils vont payer. Ah, pour la fibre, écoute, on va prendre la question. C'est Orange. C'est Orange, de toute façon la fibre a vocation à enlever une partie du réseau. Mais en tout cas, toutes les occupations du domaine public par des prestataires de ce type-là, ça invoque une redevance. Alors certains comme GRDF, là il faut automatiquement, c'est assez cadré, bon, voilà. Il faut qu'on regarde nous le pipe aussi qui traverse la commune de gaz, c'est géré par une autre entité. Donc de ce qu'on comprend, mais c'est à vérifier, ce que je vous dis là, je ne connais pas pour argent comptant, ce qu'on comprend, c'est qu'apparemment ça serait cette redevance sur le réseau pipe partirait en clair en région parisienne, notamment sur la commune de Puteaux, parce que ça serait là. Alors c'est pas qu'on nous a dit ça, ils vont quand même un peu réfléchir parce qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas qu'à un moment donné, nous on a les contraintes d'avoir un pipe sur notre commune, et dans quel articulation fait qu'à un moment donné, ces redevances, ces grosses redevances de pipe partent dans un service sur la mairie de Puteaux parce que le siège social se trouve à la Défense. Donc on ne comprend pas. Donc ça me demande des éclaircissements et on va y travailler dessus. Voilà, en tout cas, tout ce qu'on peut récupérer comme redevance, eh bien, voici. Donc pour cette délibération numéro 16, qui est contre, qui s'abstient, merci, adopté. Donc nous avons fini nos délibérations. Toutefois, je voulais vous faire l'information du maire, de vous donner quelques informations sur certains sujets.
Donc, la première information, c'est vous informer que notre prêtre local, donc Claude Viala, a fait cadeau à la commune un certain nombre d'œuvres. Donc, nous avons aujourd'hui, il nous a été remis une dizaine de tableaux. Il souhaite que ces œuvres soient utilisées, si toutefois on venait qu'à les vendre, pour la réfection du château, du patrimoine de manière générale. Donc, nous lui avons dit que de toute façon, nous avons l'intention de faire un projet certainement de musée, etc. Donc, on allait voir avec lui. En tout cas, il est très actif sur le sujet. Nous voulions délibérer aujourd'hui parce qu'il faut que ces œuvres, on les introduise dans le patrimoine de la commune. Nous sommes en contact avec un notaire spécialisé sur le domaine parce que c'est pas si simple que ça. Il faut qu'on s'assure que la commune n'ait pas à payer les coûts de la valeur des œuvres, les coûts notariés qui seraient affiliés à ce genre de choses. Donc il faut qu'on regarde. Il y a aussi des articulations un peu particulières. Donc on aura rendez-vous sur un notaire de Montpellier le mois prochain certainement, où on va regarder qu'est-ce qu'il faut faire, quelle articulation qu'il faut mettre en place pour pouvoir accepter ces œuvres dans la commune sans contrainte particulière. Nous avons un certain nombre d'œuvres donc il nous a communiqué toute une liste parce que Claude Viala était très clair. Hein. Je veux dire, il a tout numéroté, c'est tout répertorié. Et donc, il y avait un certain nombre d'œuvres que nous n'avons pas eues. Donc, Madame Chalessin m'a dit que tu les avais retrouvées. Je les ai remises à M. Viala. Et tu les as remises à M. Viala. À lui-même en même temps. La totalité des œuvres. Ouais. Tout ce que j'avais là, donc qui concernait les fameuses photos qu'on a vues là. Voilà. Donc, du coup, j'irai chez lui les récupérer. Pardon ? Je dis pourquoi tu les as redonnées à monsieur. Elles avaient été données à la commune. Elles avaient été données à la commune avec l'engagement qu'on devait travailler sur le château et s'en servir. Comme on n'avait rien fait, on n'a pas pu aboutir dans les projets qui étaient. J'ai préféré les rendre à monsieur Viala. Et elles étaient où? Elles étaient classées à la maison. Ah bon? Ah, mais bon, après, c'est vrai enfin, que... comme elles avaient une valeur, c'était pas dans le premier placard. Mais c'était où? À la cave. À la cave? Non, le truc qu'on ne comprend pas, c'est que ça a été donné à la commune et pas à Pilar Chalessin, donc je pense qu'on va trouver qu'il oui, mais comme M. Viala est encore mais bon, c'est vivant pas grave, on va les récupérer. Moi, je les ai prises pour la commune, il est sûr, mais vu qu'on n'avait pas abouti dans le projet, j'ai préféré les rendre. Je ne l'avais pas vu sur votre. Ça ne répond pas à ma question, elles étaient où? Dans la mairie? Parce que normalement, ça devrait être dans les locaux municipaux. Eh bien oui, la mairie, c'est le locaux municipaux. Oui. Il y en avait dans mon bureau, il y a eu après un grand classeur avec toutes les affiches, tout ce qu'on enfin, les 8 qu'on cherchait n'étaient pas dans la mairie. Les 8 qu'on cherchait n'étaient pas à la mairie quand même. Non, mais moi je les avais prises avant de partir, oui, bien sûr. Ah, donc moi je les avais. C'est la question qu'on te pose. Oui, moi je les ai prises. Vous les bien chez toi. Voilà, d'accord. Je les ai prises et je les ai portées moi-même à M. Viala. C'est un peu étonnant, quoi, parce que ça n'a pas été transmise à la... Oui, mais parce que comme il n'y avait aucun document, comment les laisser, comment donc, j'ai préféré lui porter. Enfin, moi, je m'en dégage. Bon. Moi, j'ai signé quand même un document avec Viala, je l'ai là en copie, vous l'avez lu, je l'ai communiqué à tout le monde. Hein. Oui. Donc, je le signe bien au nom d'Angèle Provost, pas au nom d'Angèle Provost, par mon nom du maire. C'est bien pour la commune. Donc ça, il ne l'avait pas fait, quoi. Et non. Comme il ne signe pas ses toiles. Ça, c'est parce qu'on a aussi des grands tableaux qui ne sont pas signés et qui ne veulent pas les signer. Il ne veut pas les signer parce qu'il dit qu'effectivement, on reconnaît un Viala. C'est une démarche. Voilà, sa démarche, c'est sa façon de. Sa démarche d'artiste. Bon, du coup, tu nous dis qu'ils ont été rendus à Maître Viala, bon, on le note, et puis on n'a pas eu d'informations là-dessus. Il n'y a pas longtemps qu'elles ont été rendues à Maître Viala, à M. Viala. Pardon? Il n'y a pas longtemps que elles ont été rendues. Moi, je n'ai pas d'informations, je l'apprends aujourd'hui qu'elles ont été rendues. Oui, je t'avais dit que je les avais. Tu m'as dit que tu les avais. Mais je les ai donnés en deux fois, parce que je les avais pas. La secrétaire de mairie t'a envoyé un petit mail pour te demander. D'accord, tu l'as vu ce mail? Oui, d'accord. Après, nous, on n'a pas eu de retour. D'accord. Pas ces questions, pas ça. C'est pas très clair. Ni rendu, ni prise, c'est pas très grave.
Ok, très bien. Bon, on en prend note et puis on verra les clubs de virage, on fera le document, pas de souci. Donc voilà, je voulais que vous soyez informés. Donc dès qu'on sera en mesure de pouvoir délibérer pour intégrer parce que c'est du patrimoine sur le patrimoine de la commune, on le saura. C'est ce que tu aurais dû faire, je pense, à l'époque, c'était d'intégrer. Peut-être, mais comme le projet n'a pas abouti, et qu'il n'était pas dans le projet non plus. C'est ton projet qui n'a pas abouti, c'est pas le projet, c'est ton projet qui n'a pas abouti. Non, le projet qu'avait M. Viala, je l'avais confié à deux personnes de la mandature, et on n'a pas pu faire ce qu'il voulait. Donc ça a traîné, on n'a rien mis en place. Je préférais lui remettre. Parce que lui, il a été clair, hein, je veux dire, nous, on lui a proposé. Ah oui, mais il m'a dit, je dis, vous en faites ce que vous voulez, elles vous appartiennent, elles ne m'appartiennent pas. On lui a dit ce qu'on voulait faire au niveau culturel et patrimoine, il est tout à fait confiant. Bon, en tout cas, on a l'explication à peu près. Donc, autre information, je voulais vous dire, donc on a un partenariat avec AB2J, donc c'est un plombier aubésien qui est sur l'UNEF, donc c'est pour information. Donc, on avait des travaux à faire. Donc pour ceux qui le connaissent, c'est Joël Canet. Donc on avait des travaux à faire sur le stade justement. Donc il fallait changer le chauffe-eau. C'était quand même assez onéreux. Il avait pour près de 8 000 € sur les devis que nous avions. Pas donné. Donc on réfléchissait justement pour que les enfants puissent avoir de l'eau chaude quand ils vont au stade lobé. C'est pas le cas. C'était plus le cas du moins. Et donc il nous a très gentiment fait un mécénat, il nous a fait cadeau des travaux, et donc c'était pour vous dire que les travaux ont été faits cette semaine, mardi, voilà. Et donc en échange, il nous demande de juste mettre un petit panneau publicitaire sur le local, hein, c'est ça, je ne dis pas de métier. Voilà. Voilà, donc ça, c'est histoire. Il prend le contrat d'entretien. Pardon? Il prend le contrat d'entretien. C'est électrique. C'est l'électrique. C'est le jouet de l'électrique. C'est le cumulus prosadique. Oui, le problème c'est que s'ils n'utilisent pas suffisamment le ballon. C'est pour ça qu'on a fait la table, parce que demain c'est pour l'utiliser plus souvent. Voilà, il y aura, juste pour information en complément de ce que dit Patrick, je crois qu'il y aura 14 par mois, 14, c'est quoi? Ah, ça je ne sais pas exactement. C'est quoi? On avait dit, le staff sera utilisé 14 ou 15 fois par mois? 15 heures par semaine. Combien, pardon? 15 heures par semaine. 15 heures par semaine, le staff sera utilisé 15 heures par semaine. Mais si vous faites pour le stockage de l'eau, vous savez que c'est dans les ballons, il y a des mois. Enfin bon, on lui fait confiance, c'est lui le professionnel, moi j'y connais rien. C'est une question de plomberie, c'est simplement, tu sais bien que les chauffe-eau, d'ailleurs ici même, on les contrôle, et si on ne s'en sert pas suffisamment, on renouvelle pas l'eau, elle se coule. Ah, c'est un peu comme à l'école avec le plomb. Non, mais ça sera contrôlé. Oui, il y avait une question. Moi, j'ai dit j'irai prendre la douche. Voilà. Très bien, mais voilà, ça tournera. Si c'est alimenté par fourrage, elle est voilà. Voilà. Très bien. Merci. D'accord. Autre information du maire. Donc, décision donc, du maire, numéro 2020-06, alors ça me dit, donc désignation de Maître Merlan dans l'affaire Favry d'Allée commune au sujet de la taxe d'assainissement, taxe qui est à 3 000 €. Donc, c'est juste pour vous informer que nous avons désigné l'avocat Maître Merlan pour gérer cette affaire, puisque c'est un contentieux qui rentre maintenant. Ce contentieux était dû à Madame Favry d'Allée qui, suite à des travaux à sa construction, puisqu'elle a amené une partie du tout à l'égout, la taxe, donc cette fameuse taxe que nous avons augmentée aujourd'hui, mais qui était de 3 000 € hier, donc elle la conteste en disant qu'elle a participé aux travaux et qu'elle ne voulait pas payer la totalité de la taxe. Donc on l'a rencontrée, on lui a dit que malheureusement on ne pouvait rien faire parce que c'est un vrai impôt. Et donc du coup, elle a décidé de nous mettre un contentieux. Voilà. Bon, c'est son choix, c'est son droit, elle a le droit de le faire. Et donc, on a désigné notre avocat pour défendre la commune. Le plan, le réseau d'eau. Donc, du coup, pour information, je vais donner l'information sur le plan parce que c'est un sujet quand même assez important. Donc, du coup, on a, alors, pour l'historique, donc vous l'avez peut-être certains d'entre vous. On a. Oh, ça fait un petit peu ton micro. Pardon. Non, je t'en micro. Non. T'entends pas, c'est ça? Très bien.
Là, c'est Non, pas plus. grave. Non, mais c'est Là, c'est bien. Bon, et là, C'est pour ça qu'on s'en on entend bien. Eh oui, tu t'en as réglé le son de toi maintenant. Non, pardon. Bon, du coup, on a l'ARS qui fait un prélèvement d'eau à la cantine, comme vous savez, découvre un taux de 10,1 mg, c'est ça, par exemple. Et donc, à partir de ce moment-là, on demande qu'il y ait un autre, puisque bon, ben, la cantine, c'est quand même nos enfants, c'est sur le territoire d'Aubé. On demande qu'il y ait un autre contrôle qui soit fait. On s'aperçoit que le taux monte, ça monte à 10,5, puis 10,7. En parallèle, avec les fonctionnaires de la commune et les élus, on regarde et on se dit que ça serait quand même intéressant de faire, d'essayer de trouver d'où vient ce plan. Donc on a fait 20 points d'analyse autour de la cantine, autour de l'école, autour de la mairie. Et là, on a eu peur parce qu'on a trouvé des taux très très élevés, certains 3 voire 4 fois plus élevés que la norme. Et donc on a de suite activé des travaux avec la SOR. Donc concernant l'école maternelle et l'école élémentaire et la mairie, parce que bon, énorme surprise, on rentre dans la cave de la mairie et là, je ne vais même pas cacher, on trouve une barre de plomb de pratiquement 60 cm qui alimente l'ensemble du bâtiment. Il faut savoir qu'on était quand même dans des taux qui étaient 4 à 5 fois au-dessus de la norme, ce qui était très important et très inquiétant. Et donc on a fait les réparations voulues, on a fait intervenir un plombier très rapidement du village qui est installé depuis pas très longtemps, qui était disponible et est venu très gentiment nous faire ses travaux à l'intérieur du bâtiment de la commune, puisque ça nous incombait à nous. À l'extérieur, la SOR, dont notre fermier a travaillé, on nous a enlevé plus de 30 à 35 mètres de ficelle de plomb. Donc aujourd'hui, on attend le retour des analyses. Donc pour ceux qui n'ont pas d'enfants à l'école élémentaire, il y a de l'eau qui est donnée par la SOR gratuitement pour nos enfants et pour les locataires de la mairie, bien entendu. Et des tonnes d'eau sont mis à disposition pour qu'ils puissent se laver les mains dans la cour. C'est pas qu'ils ne peuvent pas se laver les mains avec de l'eau plombée, mais c'est qu'on avait peur que la surveillance n'est pas évidente, donc ils risquent de boire de l'eau. Donc on a fait tous ces gestes-là. On attend le retour des analyses qui devra arriver, je pense, la semaine prochaine. Si les analyses sont bonnes, le problème est réglé pour l'école élémentaire, la mairie, donc on enlèvera les tonnes d'eau, etc. En ce qui concerne la cantine, malgré le fait qu'on ne comprend pas du tout, c'est un bâtiment qui a moins de 3 ans, et malgré le fait qu'on ait fait certains gestes pour être sûr qu'il n'y ait pas de plomb, donc il n'y en a pas, enfin du moins du côté, quand il y a des analyses avant compteur, il n'y a pas de plomb, et après compteur, il y a du plomb, on ne comprend pas du tout. Donc le président de l'intercommunalité, donc Philippe Gras, saisit le tribunal pour qu'on puisse avoir c'est une procédure normale, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est pour qu'il y ait des expertises vraiment poussées qui soient faites pour vraiment trouver d'où vient ce plan qui est à la cantine, dont on n'arrive pas à trouver. Donc soyez certains qu'on se préoccupe du sujet, on le regarde et on a fait aussi en parallèle pas mal de travaux dans la commune. Donc dans certaines rues, certaines étaient prévues, donc c'était les arceaux, la rue des arceaux était prévue, il y avait 5 tiges de plomb, donc on est en train de regarder. Et évidemment, dès qu'il y a une fuite, et bien dès qu'on ouvre le sol, on s'aperçoit que bien souvent il y a une petite barre de plomb. Voilà, donc on prend le sujet très au sérieux et on continue, ça c'était pour vous donner une information. Et à la sortie des forages, on avait combien? Il y avait quelque chose ou pas? Non, il n'y avait rien. On a analysé à la sortie des forages, on a analysé au réservoir. Donc oui, on a procédé comme ça. On a commencé à regarder loin, on s'est dit qu'il ne faudrait pas que dans le forage on ait un problème. On a regardé aussi sur le réservoir, donc tout ça c'est négatif, pas de plomb. Alors ça c'est bien parce que ça enlève un peu l'inquiétude dans certains administrés qui ont dit mais peut-être que dans la rue j'ai du plomb, en fait c'est pas tout à fait ça. Donc il y a des teneurs en plomb qui ne sont pas dramatiques et qui sont en dessous du seuil légal, on va dire, puisqu'il y a quand même du plomb. Hein. Du plomb il y en a mais ils sont en dessous du seuil. Par contre c'est vrai qu'autour du bâtiment de la commune, là, de la mairie, l'école, c'était vraiment alarmant. On avait des taux, pour dire de bêtises, je crois que c'était presque 70 au lieu de 10. Hein. Donc c'était 7 fois au-dessus. Donc voilà, on a fait les gestes, on attend le retour des analyses et on verra bien ce que ça donne. Et puis si c'est pas bon, ben on va continuer à chercher. Hein, de toute façon, il faut absolument lever tout ça.
Justement, il y a eu donc aussi ce que je voulais dire, parce que c'est important, et ça me fait penser quand tu as parlé d'eau gratuite sur le stade. Effectivement, il y a un bec de cygne qu'on appelle pour permettre aux agriculteurs, entre parenthèses, et je dis agriculteurs, mais ce n'est pas tout à fait ça maintenant, d'ouvrir, de prendre de l'eau, hein, c'était historique. Bon, il n'y a pas de loi là-dessus, il n'y a pas de règles, c'est un usage. Donc, comme on a eu le problème de sécheresse, vous savez, et le problème aussi d'adduction d'eau, étant donné qu'il y avait comme des forages qui étaient percés, hein, puisque l'histoire, on est descendu quand même à 18 mètres cubes heure, évidemment que c'était trouvé de partout, alors qu'on tirait au même moment au réservoir entre 70 et parfois 100 mètres cubes heure. Donc, on n'avait pas le temps de remplir le réservoir, donc on a regardé de partout s'il n'y avait pas des vannes qui étaient ouvertes, et donc du coup, entre-temps est arrivé l'arrêté préfectoral, donc on a fermé cette vanne, ce bec au stade. Et bon, un certain nombre de personnes sont venues nous rencontrer pour nous dire qu'ils ne pouvaient pas, qu'ils devaient prendre de l'eau pour leurs chevaux, pour je ne sais quoi, etc. Donc nous, on n'avait pas d'obligation à ce titre-là. Donc on va la condamner, cette vanne, sachez-le. Et en parallèle, nous mettrons une borne, donc on va regarder, on vous informera un peu plus tard, on va mettre une borne payante. Donc les gens auront la possibilité d'avoir une espèce de carte magnétique, ça se fait dans d'autres communes, où l'eau n'est pas gratuite, et elle sera payante pour les personnes qui souhaitent avoir de l'eau à usage divers et variés. Donc on décidera du prix aussi de cette borne, ça ne sera pas du tout le même coût, évidemment, que l'eau que nous avons au robinet, elle sera un peu plus chère, et voilà. Vous pensez plus cher alors que c'est de l'eau qui est non potable et qui... Non, c'est pas de l'eau potable, non, mais non. Celle de la borne à eau, elle est alimentée par un forage indépendant. Ce n'est pas puisé dans le même, tout à fait. Dans le même réseau que le réseau... Mais quand on a de la borne payante, ça sera sur le réseau classique et ça sera de l'eau potable. Vous mettez sur le réseau classique. Ah oui, c'est pas sur le... On a un problème de potabilité justement, parce que c'est pas l'utilisation de l'eau. C'était ça le souci. Donc il suffit qu'on ait un problème avec ce forage et qu'on va se retourner contre monsieur le maire. Donc si on doit distribuer de l'eau, nous c'est Il faut signaler, si on la distribue, il faut qu'on la signale. Oui, on la signale, mais on ne sait pas l'usage qu'ils en font. Oui. Voilà. Et justement, pour compléter ce que dit Laurent, on a été très surpris que justement l'écurie du Pont-Romain n'avait pas d'eau potable, et comme leur puits ne fonctionnait pas, ils venaient chercher l'eau à cet endroit-là. Je rappelle juste que quand même, il reçoit des enfants, on ne sait pas du tout ce qu'il fait de l'eau, il a des animaux, il a plus de 50, donc du coup on lui a envoyé un courrier pour on a mis en demeure de faire les travaux, et on va suivre cette histoire, parce que c'est pas très normal que depuis 9 ans, alors c'était marqué sur son permis de mettre l'eau de la commune, il ne l'a jamais fait, et derrière, là il y a des risques, effectivement, comme le dit très justement M. Tortosa, on ne sait pas ce qu'il fait de l'eau, en l'occurrence, si on prend cet exemple-là. Et pour nous, à ce titre-là, donc on va couper cet endroit-là. Déjà, comme ça évitera de pomper dans les ressources. Et les personnes qui voudront de l'eau, on sera sûr qu'on leur donne de l'eau potable. Et on mettra un système payant pour justement pouvoir remplir une tonne Mao, par exemple. Et on fera ça certainement en phase du local technique, puisque nous avons nos agents aussi qui ont besoin d'eau de temps en temps avec du gros matériel pour pouvoir nettoyer la cour de l'école, etc. Il prend des tonnes d'eau à la pompe à incendie qui est devant chez moi. Oui, mais ça, on l'a averti. Donc, on lui a dit que s'il continue à faire ça, donc il a arrêté, il prendrait 1000 € d'amende par jour. Voilà, puisque l'amende forfaitaire de 500 mètres cubes, mais ça, c'est un problème qu'on est en train de régler. Voilà. Et puis, autre information, donc comme vous le savez toutes et tous, nous sommes bientôt, le 27 septembre, nous allons être appelés, certains d'entre nous, à voter au sénatorial. Donc c'est juste pour vous informer qu'un certain nombre de candidats sont venus nous rencontrer. Donc nous avons eu M. Boide, M. Pissas, Madame Yvette, Madame Lopez, Yvette, et M. Carden. Voilà. Donc c'est là que nous avons appris, je ne sais pas si tu voulais dire un mot là sur le sujet, parce que c'est une campagne quand même. Oui, donc tu étais candidate à l'UQI. Voilà. Donc voilà. Puisqu'en fait les grands électeurs sont là. Donc, si tu voulais dire un mot pour qu'on voit oui, ça pour toi, c'était bon. Donc quand la campagne a commencé, M. Carden m'a sollicité pour rentrer sur sa liste. Alors, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de projet d'aller siéger au Sénat, mais il faut faire une liste de 5 candidats.
Donc il m'a sollicité pour être sur sa liste et j'ai mis un petit peu de temps avant de me décider. Puis j'ai accepté, donc je suis sur la liste de M. Cardenne, Stéphane Cardenne, qui est l'ancien maire de Bullerac. Et le sénateur sortant, puisqu'aujourd'hui il est quand même sénateur, puisqu'avec le cumul des mandats, toute la liste sur laquelle il figurait, où il y avait M. Fournier et Vivette Lopez, ils ont tous été élus et démissionnés au fur et à mesure, puisqu'ils avaient le choix dans leur mandat. Donc lui, quand Mme Bory, qui était le quatrième sénateur, a démissionné parce qu'elle était élue maire de Villeneuve-les-Avignon, c'est lui qui est passé donc maire et sénateur, et aujourd'hui il est sénateur sortant. Et donc lui, il a été battu à Roquemort où il était Mais candidat. à Roquemort, c'est sur les municipales. Il était sur l'Irak, il a fait 2 mandats à l'Irak, et il avait arrêté, il avait déménagé, et il s'est présenté sur Roquemort, où il a présenté une liste, mais je crois qu'il y en a que 4 de sa liste qui sont passés. Voilà. Yes. Vous voulez en savoir plus sur lui? Non, on l'a rencontré. C'est une personne qui a 48 ans, qui a fait 2 mandats donc sur l'Irak, et comme il dit, il a fait des grosses choses, et là pour lui, le principal était fait, il a fait des écoles, il a fait plusieurs bâtiments, il a bien remis tous les équipements à jour dans sa commune, et il a été sénateur, il ne pensait jamais l'être, et le fait d'avoir fréquenté le sénatif, il a donné envie de continuer à ce côté-là. C'est une personne qui a beaucoup travaillé comme commissaire enquêteur et qui a travaillé dans une société au niveau de l'aménagement du territoire. C'est ce qui me passionne beaucoup et il travaille beaucoup aujourd'hui sur la 5G, parce qu'on en parle déjà, mais sachez que la 5G c'est peut-être une pratique, mais c'est nocif. Donc ils sont en train de travailler là-dessus. Je peux apporter une précision aussi. Pardon ? Je peux apporter une précision. Oui, je t'en prie. Donc c'était pour signaler qu'on avait rencontré presque tout le monde, puisqu'on n'a pas rencontré lui, il a le Rassemblement national qui présente le maire de Beaucaire. Peut-être laisser-les reparler. Merci. Je disais qu'on avait rencontré presque tout le monde, sauf ceux qui se présentent au Sénat pour le Rassemblement national. On ne les a pas vus. Ils viennent juste de se constituer, parce que moi je l'ai vu dans la presse, c'est le maire de Beaucaire qui porterait. On a rencontré M. Bois qui était investi par le Parti Socialiste, M. Pissas qui y était, qui ne l'est plus, donc notre partenaire qui représente Emmanuel Macron. Non, c'est pas Emmanuel Macron, lui il est modèle. Bon, voilà, c'était pour information. Donc je me présente dans sa liste, mais sans étiquette. Et les autres personnes qui sont avec nous aussi sont de partis différents. On ne représente pas un parti. Oui, on a eu une information, justement, monsieur Maisonnet, c'est ça? Oui, monsieur Maisonnet sur une liste, je pense c'est le maire de Beaucaire qui va voilà. Mais c'est sorti simplement hier. À l'origine, ils ne voulaient pas en présenter une, donc finalement, ils ont décidé de. Donc, ils souhaitent nous rencontrer aussi, donc, comme je l'ai toujours fait, on rencontre tout le monde. On rencontrera tous les gens qui veulent nous rencontrer. Bien, messieurs, dames, moi j'ai fini dans mes informations. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci au public d'être là. C'est la première fois qu'on entend le monde. Et merci pour vos questions. J'espère que vous serez des habitués de conseils municipaux. Vous avez pu le constater, on vous laissera la parole en permettant de poser des questions pendant une demi-heure, juste avant le conseil. Et voilà. Alors ce conseil, comme vous le savez, est filmé. D'accord, vous avez une caméra au milieu, en 360, et ils seront mis sur la chaîne YouTube de la mairie. Voilà. C'est juste pour une information. Merci à toutes et à tous, et donc le conseil est fini. Moi j'ai juste une question sur le site internet. Il fonctionne ou pas? Ça y est, ouais, on a eu un petit souci technique, mais c'est en train de tourner. Il y a encore quelques des petits ratés. Mais ça va, voilà. Mais ça y est, il est en ligne. Il est en ligne. Savoir si on peut y aller ou pas. Pour savoir, sinon vous faites ov.fr et du coup vous verrez s'il y est ou pas. Mais c'est vrai qu'on a eu des soucis cette semaine à cause du prestataire qui a. Alors vous aurez bien bon quand même. Le magazine de la commune. Le magazine de. Pardon? Le magazine d'OB. Le bulletin. Le bulletin municipal. Femme actuelle. On ne peut pas le passer. Le bulletin de septembre va sortir. Il a été pratiquement fini, je Et crois. la tribune de l'opposition.
Et moi j'attends toujours qu'on nous écrive, je sais pas moi. Pardon? La tribune de l'opposition, il faut nous écrire. Madeleine, c'est quoi la patronne de l'opposition? Si on ne sait pas qu'il y a un bulletin en préparation. Si on l'a annoncé, c'est pas encore. Attendez, moi je passe pas ma journée sur Facebook. Non, c'est. Donc il sortira en septembre et donc on peut vous adresser cette semaine ou la semaine prochaine. Je ne sais pas où ils en sont. Cette semaine, non. Mais il faut suivre les affaires. Par contre, on proposera un autre format de communication. Si on peut faire une réunion publique, on le fera en fin novembre, début décembre. Si on peut, parce qu'avec le Covid, c'est compliqué. Il faut savoir sous quelle forme vous l'accordez, le nombre de caractères. Mais nous, on ne fait aucune censure. On l'a dit. Il va y avoir un règlement intérieur, voilà, c'est le respect des personnes, et il n'y aura aucune censure. Non mais vous faites bien de poser la question et c'est vrai que pour l'instant c'est pas encore cadré. En fait malheureusement il n'y a pas de règlement intérieur dans la commune. C'est obligatoire pour une commune de plus de 1000 habitants mais jusqu'ici il n'y en avait pas. On est en train de le préparer, on le soumettra certainement au vote d'un prochain conseil municipal. En fait si vous permettez je termine ma phrase. Si vous permettez je termine ma phrase. Et donc on vous proposera de voter ce truc-là. Et effectivement, ça a été dit oralement la dernière fois qu'on ferait un bulletin de septembre, et ça a été dit aussi sur les réseaux sociaux que ce serait le dernier sous la forme actuelle du bulletin. Après, ce sera une fréquence plus régulière. Donc, s'il vous plaît, dépêchez-vous, mais on vous assure qu'on vous mettra, ne nous faites pas un truc de 10 pages, hein, mais si vous nous faites une petite page, il n'y aura pas de souci, on passera. Okay. Donc, et après, ce sera réglementé, donc il n'y aura pas de souci. Voilà, parce que normalement, c'est pas seulement la tribune de l'opposition, c'est la tribune des élus. C'est-à-dire qu'il y a une page ou deux pages, je ne sais pas comment on dit ça, où chaque groupe exprime. Voilà. Encore une fois, on n'avait pas de règlement intérieur. Il y aura un règlement intérieur, donc on fixera tout ça. On va innover, il y aura un règlement intérieur. Ouais, c'est une obligation. Article 1. Article 2. Bien. Pour moi, c'était fini. Cette question-là, si elle n'est pas dans le PV, c'était fini avant. Hein. Pardon? Non, je dis juste, Madeleine, c'est que cette question que tu viens de poser ne sera pas dans le PV. J'avais clôturé le conseil avant. Oui, voilà. C'est pas grave. C'est trop nous. J'ai entendu que vous ne faisiez aucune censure. Exactement. C'est pas écrit. Beaucoup en B.